Donc bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Caribde pour cette soirée exceptionnelle, ce match retour univers convergent, la revanche. Univers convergent, c'est le ciné-club de l'Institut Henri Poincaré, qui est dirigé par Cédric Villani et Jean-Philippe Usan, et qui organise tous les derniers mardis du mois une projection d'un film, souvent de science-fiction, mais pas que. Il peut y avoir des documentaires, etc. Et suivi d'une heure de débat avec des scientifiques qui sont là pour apporter un regard sur le film. Et moi, à la fin, je présente 3 livres, souvent de science-fiction, mais pas que, qui sont en lien avec le débat et le film. Et du coup, voilà, c'était l'occasion aussi de d'inviter l'Institut Henri Poincaré à présenter des livres à son tour. Et je suis vraiment ravie que vous soyez là ce soir. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Et on va découvrir votre sélection. Vous avez quatre livres chacun. Vous avez eu carte blanche pour les choisir. Et je vais vous laisser les présenter. Ouais, super, c'est super. Bon, merci beaucoup pour ton invitation. C'était difficile. Quand tu nous as dit il faut prendre 4 livres, je peux te dire j'ai passé beaucoup de temps à choisir 4 livres parce que bien sûr, je sais pas comment tu as fait toi, mais donc parmi les livres que j'aimais, j'ai quand même essayé de choisir des livres qui étaient un peu moins connus que les livres que l'on aime tous, parce que je suis sûr qu'il y a des choses comme on en parlait tout à l'heure, Maître et Marguerite ou des choses comme ça qui sont tellement universelles que tout le monde les connaît. C'est bon, ça voilà. Donc, et puis, je me suis aussi posé, c'est bien parce que ça fait réfléchir sur pourquoi est-ce qu'on aime un livre. Et en fait, je sais pas comment vous classez votre bibliothèque. Moi, je suis partisan de la. Il y a des théories sur les classements de bibliothèques, chacun a ses théories. Moi, ma bibliothèque, elle est classée par ordre de lecture. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis incapable de vivre avec quiconque, parce que dès que j'ai quelqu'un qui vit avec moi, elle change ma bibliothèque, et ça devient insupportable, je retrouve plus mes livres, parce qu'ils sont ils sont classés dans l'ordre de lecture. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que le livre peut être bon, mais aussi ça dépend, le fait qu'on l'aime beaucoup dépend du moment où on lit. C'est-à-dire souvent c'est une rencontre, et c'est une rencontre dans l'espace et dans le temps aussi. Et c'est ça qui fait que parfois un livre est un peu spécial. Et donc c'est aussi pour ça que les livres que j'ai choisis sont là, parce qu'ils correspondent à des moments. Je sais pas comment tu as choisi. Moi, j'ai des problèmes de classement qui sont d'une part que j'arrive à lire qu'une petite fraction des bouquins que j'achète, et donc si j'ai dispute à la maison, c'est plutôt on est en train d'étouffer sur les bouquins, et tu nous en ramènes encore, tu les lis jamais, c'est quoi cette affaire? Je dis, mais c'est important de les avoir et tout ça, et puis je lirai peut-être. En revanche, c'est le classement alphabétique, sauf que très vite la bibliothèque devient trop petite, il y a des piles qui s'entassent, la bibliothèque c'est rangé, tout est rangé en double fil, et ainsi de suite. Il y a un problème de capacité. Alors, c'est vrai que le rangement de l'information, c'est toute une affaire. Alors après, pour trouver lesquels et tout, bon, je me suis dit aussi, comme Jean-Philippe, il faut trouver des ouvrages un peu originaux. Et puis j'ai pris aussi des ouvrages qui avaient un rapport même lointain avec des sujets scientifiques à chaque fois, en disant que quand même c'était un peu là-dessus qu'on nous attendait. Et puis on va dire 2 œuvres de fiction et 2 œuvres qui sont de non-fiction dans des formes fort différentes tous les 4. Voilà. 2 œuvres de fiction. Moi j'ai pris 2 œuvres vraiment de littérature, et 2 qui sont de la littérature, mais qui sont écrits par des gens que vous considéreriez comme des scientifiques. Voilà, et ça c'était important, et je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ces 2-là, parce qu'en fait les 2 on peut considérer peut-être le premier roman le premier texte de science-fiction de l'histoire de l'humanité, peut-être, on pourra en débattre, et probablement le premier roman de hard science, puisqu'il a été écrit l'année où le mot hard science a été utilisé pour la première fois par un critique de science-fiction, donc peut-être que... Pourquoi ne commences-tu pas par là? On peut commencer par là, ouais. D'accord, je vais commencer. Donc ce livre-là, sur la hard science, alors moi j'ai la version anglaise, c'est celui-ci. Fred Hoyle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fred Hoyle. Donc en français c'est Le Nuage Noir, en anglais c'est The Black Cloud. Donc ça c'est un livre qui a été écrit en 1957. Et Fred Hoyle est très connu, c'est à lui qu'on doit le mot Big Bang.
Donc c'était quelqu'un qui ne croyait pas dans le fait que l'univers était en expansion, c'était un des plus grands astrophysiciens de son époque. Il a compris la synthèse des éléments chimiques dans les étoiles, donc l'origine du carbone en particulier. Il a prédit que le carbone devait avoir certaines propriétés pour être produit dans les étoiles. Et c'est quelqu'un qui aurait dû avoir le prix Nobel, mais ses idées un peu, entre guillemets, hérétiques sur le Big Bang fait que ses collègues l'ont eu, hein, les Burbridge, mais pas lui. Voilà, donc c'est un des grands astrophysiciens de la fin du XXe siècle. C'est quelqu'un qui a une œuvre magistrale et qui en plus écrivait de la science-fiction. Il a collaboré avec des auteurs de science-fiction. Et ça, c'est son premier roman qu'il a écrit tout seul. Alors The Black Cloud, ça commence, on est le 7 janvier 1964 à Los Angeles. Et c'est au moment où la ville s'endort à Los Angeles. À environ 150 miles au sud de Los Angeles, il y a le mont Palomar, et au sommet du mont Palomar, il y a le télescope du mont Palomar, qui est un télescope très très célèbre, et donc ce télescope qui dépend de l'université de Caltech, ben voilà, les gens se mettent au travail, les étudiants se mettent à travailler, à faire leurs observations. Et donc on a une époque, en 1964, il n'y a pas trop d'ordinateurs, on observe les galaxies et les étoiles, on fait des plaques photographiques. Donc vous imaginez une thèse, c'est je passe la nuit à prendre des photos, et puis dans la journée, je développe mes plaques photographiques pour voir mes objets d'étude. Et donc ça commence avec un étudiant qui est en thèse, et il remarque que sur les clichés qu'il a pris ces derniers jours, eh bien, il y a des étoiles dont la luminosité diminue. Et donc ça, c'est quelque chose de très étrange, on ne comprend pas pourquoi. Et donc il va commencer à discuter avec son directeur de thèse, avec les gens de l'université, et ils vont se rendre compte que, eh bien, il y a un nuage de gaz, un nuage, pas de gaz peut-être, un nuage, on ne sait pas trop de quoi est fait ce nuage, qui s'approche vers le système solaire et donc qui obscurcit, qui absorbe une partie de la lumière, et donc on voit de moins en moins bien les étoiles. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer que ça c'est une découverte majeure. Quelle est la nature de ce nuage? À quelle vitesse il approche? Est-ce que c'est un risque pour la Terre? Et donc les scientifiques américains de l'université de Caltech se mettent à réfléchir et à essayer d'étoffer une hypothèse. De façon à peu près simultanée, à Londres, un professeur de Cambridge, donc on peut imaginer que c'est Fred Hoyle lui-même, fait une allocution à la Royal Society parce que il semble que les astronomes anglais aient détecté une anomalie dans la trajectoire de deux planètes, Saturne et Jupiter. Et ça, vous connaissez peut-être l'histoire. Le Verrier a utilisé des anomalies dans la trajectoire de Saturne pour découvrir l'existence de la planète Uranus. Et donc, en fait, sur cette idée, ils se disent il doit y avoir quelque chose qui perturbe le système solaire. Et eux-mêmes arrivent par une méthode qui est différente à la preuve qu'il y a aussi un objet dont ils sont capables de calculer la masse et la distance, et donc qui est tout à fait similaire à ce nuage de gaz. Donc on a deux découvertes du même objet de façon simultanée, de façon astronomique et de façon de physicien théoricien, et puis bien sûr on veut aller vers une publication, parce que tout le monde pense avoir fait une découverte très importante, et c'est là que les choses commencent à tourner, parce qu'ils affinent leurs études, ils rentrent en contact parce qu'ils veulent vérifier un peu leurs hypothèses, les comparer, voir quelle est l'opinion de leurs collègues. Et c'est là qu'ils se rendent compte que ce nuage approche de la Terre à une vitesse qui est un peu déraisonnable, et que bien sûr ce nuage va arriver dans le système solaire. Et là, la question c'est de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez bien que si un nuage de gaz arrive et obscurcit le Soleil, il va se passer plein de choses. Ça va faire des perturbations dans le champ magnétique, ça va faire que la température sur Terre va baisser, et donc on a toutes les hypothèses possibles, une catastrophe, peut-être la fin du monde. Et donc bien sûr, ils vont en parler aux autorités. Et à partir de ce moment-là, les autorités vont vouloir contrôler les choses. Elles vont faire un comité avec des grands scientifiques, donc américains, anglais, et puis des Russes, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas laisser les Russes en dehors de cette histoire. Et ce que vont découvrir les savants, c'est que ce nuage de gaz ne suit pas les lois de la mécanique céleste. S'il ne suit pas les lois de la mécanique céleste, c'est que peut-être il serait vivant. Et c'est là où se trouve le génie de Fred Hoyle, c'est que ce nuage a des propriétés, ce nuage est probablement vivant, et les scientifiques vont essayer de communiquer avec ce nuage, et là on a le jeu entre les politiques qui veulent contrôler l'information, les scientifiques qui veulent comprendre, et bien sûr le public qui a peur et qu'il faut rassurer. Donc ça décrit de façon très très fine les relations entre le monde du politique, le monde du scientifique dans une situation de crise, peut-être quelques jours avant la fin de l'humanité, avec bien sûr les uns qui sont plutôt utopiques, les autres qui sont pragmatiques, la notion de secret qui n'est pas la même pour les politiques, on ne veut pas se passer l'information, alors que les scientifiques veulent échanger l'information.
Et donc dans ce livre-là, il y a vraiment une description de la façon de faire de la science, et tout est juste au niveau scientifique. C'est-à-dire que l'écart entre ce qui est de la fiction et ce qui est de la science établie est infime, et il y a même des footnotes avec des notes de bas de page, pardon, avec des formules mathématiques où on vous fait les calculs. Hein, c'est Fred Hoyle, je sais plus si je le retrouve, mais en fait on vous fait les calculs, et les calculs sont tout à fait justes, et sont dans des termes qui sont des termes tout à fait exacts d'astrophysique. Donc voilà, on a un roman qui part quelque chose qui pourrait être la chronique d'une vie de laboratoire, d'un événement qui s'est passé sur Terre. La seule hypothèse, eh bien, c'est sur les propriétés de ce nuage. Et bien sûr, ça lance une réflexion à partir du moment où on dit que ce nuage pourrait peut-être être vivant, peut-être penser, qu'on pourrait peut-être communiquer avec lui. Ça relance toute la réflexion sur la place de l'humain dans l'univers, sur notre nature, nous, en tant qu'êtres pensants. Et on a tendance à penser que les êtres intelligents ou vivants sont plutôt à l'image de ce qu'on connaît sur Terre, que ce soit des êtres microscopiques ou comme nous, mais un être qui aurait la taille typiquement d'une fraction du système solaire, donc tout à fait étendu, qui pourrait être vu comme un grand cerveau gazeux, c'est quelque chose qui sort de tous les schémas de ce que peuvent penser les biologistes en termes de théorie de l'évolution. Et donc c'est une révolution quasiment copernicienne que les scientifiques doivent faire pour accepter l'existence de ce nuage. Voilà. Donc voilà, c'est une chronique de laboratoire avec un peu de fiction, c'est juste... ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait toujours pas fait de film à partir de ce livre-là, parce que ça mérite de faire un film. Voilà. Un jour au ciné-club, on espère, on pourra le faire. Ok. Voilà, toi. Alors, moi, je vais vous parler d'un ouvrage que, en fait, c'est Jean-Philippe qui m'a fait découvrir. Ça s'appelle... voilà. Vous remarquerez que j'ai 5 livres, il en a 3. Hein. Ah, j'en ai 4. Je plaisante. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais je suis loin. Mais t'es bon en maths, normalement. Normalement, t'es censé être meilleur que moi en maths. Hein. Tu sais bien qu'on calcule pas en maths. Ah oui, c'est ça. Alors, Mesurer le monde de Ken Alder, c'est un livre qui est paru en 2002. L'auteur est américain, mais maîtrise l'histoire de France de façon qui force le respect. Et il s'agit de l'incroyable histoire de l'invention du mètre, comme le dit le sous-titre. Et on se retrouve en 1792 dans une époque parmi les plus troublées de la Révolution française, au moment où le gouvernement envoie Delambre et Méchain, deux des meilleurs astronomes mathématiciens de France, parcourir toute la France pour mesurer avec une très grande précision la méridienne, comme on l'appelait, ce morceau du méridien qui traverse la France. Et il s'agit de rien moins que d'en déduire par extrapolation le tour complet de la Terre, quelle est la taille de la Terre, et pour en déduire l'unité, le mètre, qui serait défini comme la 40 millionième partie de cette taille de la Terre. D'abord, il faut imaginer, ça ressemble, c'était un scénario de romance, dirait l'auteur, un peu fumé, c'est la guerre partout, le pays est en train de s'écrouler, attaqué de tous les côtés, et il trouve bien de mieux à faire que d'envoyer de toute urgence des gens mesurer la Terre. Et ça faisait partie évidemment de cette ambiance très particulière de la Révolution française. On peut lire l'ouvrage selon plusieurs axes, selon plusieurs regards. D'abord, c'est comme un roman d'aventure. Nos deux mathématiciens astronomes, ils vont devoir triompher de tous les périls. Ils vont se faire prendre pour des agitateurs, pour des espions, pour des sorciers, ils vont se retrouver emprisonnés, ils vont se perdre la vie à plusieurs reprises, ils vont devoir affronter l'inflation massive qu'on connaît dans le sillage de la Révolution, ils manquent de crever de faim, de crever d'attraper froid, et tout. Et ils s'en tirent à chaque fois avec un courage inouï. Ils se retrouvent ils dorment près de leurs instruments, ils dorment sous la pluie, ils se nourrissent de fromage, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils se retrouvent occupés à éviter le lynchage. On lit ça, on se dit mais c'est incroyable. Comment ils trouvent la force de continuer juste. Ça dure des années, 8 ans tout de périple. Plusieurs fois, on se dit qu'ils y arriveront jamais. Et ça nous met dans cette ambiance, comme un roman d'aventure. Et on peut le voir aussi comme justement un portrait, comme dans tout bon roman historique. Un portrait, vous allez retrouver toute une galerie de personnages qui sont attachés à ce XVIIIe siècle, dans une ambiance très particulière, avec
à la fois un héritage du XVIIIe siècle qui a été très centré sur la découverte de l'individu, de la liberté, du libertinage, de la gloire personnelle et tout ce que vous voulez. En même temps, le grand chaos, et on sent qu'il y a un renouvellement complet qui est en train de se faire, un nouvel ordre qui arrive, et puis un grand idéal qui sous-tend tout le monde, et on se dit il faut aller vers l'infini, aller vers le plus absolu de l'absolu, et on retrouve certains des principes fondamentaux de l'identité française, dans une époque qui a été majeure pour la constitution de l'identité française. En lisant le livre, on se dit, ben là, je comprends beaucoup de choses par rapport à l'esprit français. Par exemple, cette étonnante posture consiste à dire, on va travailler pour le bien universel et faire une unité de mesure qui sera définie à partir de la terre, le seul bien commun à tous les hommes, hein, le grand idéal et tout ça. Mais juste après, on vous explique, ils ont de grands débats, que ce grand dessein universel, c'est à la France de le faire et pas aux autres, et qu'il est hors de question de s'entendre avec les autres pays pour décider de ce qu'il va aller, qu'il faut pas laisser les Américains le faire en premier, qu'il faut pas laisser les Anglais le faire, et donc on va y aller. Et c'est dans cette espèce de schizophrénie où à la fois l'universalisme et la notion d'être un peuple élu qu'on retrouve une grille de lecture très française. Une autre chose qu'on retrouve là-dedans, c'est tout ce qu'il y a de caché et qu'on n'imagine pas derrière un truc qui nous semble familier. Le maître, on apprend à la grande, on dit le maître, voilà. Bon, c'est gonflant, hein, le maître, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, mais ça a été toute une aventure. Faire accepter le maître, passer de l'état où il y avait des centaines de milliers d'unités variées de longueur à travers le monde, même à travers la France, où on mesurait les longueurs pas de la même façon d'un village à un autre, pas de la même façon selon qu'on mesurait du tissu ou de la farine ou qui sait quoi. C'était une révolution qui a mis en gros presque 200 ans à se faire accomplir, à ce que ça aille, se généralise en France et à travers presque tout le monde. Encore aujourd'hui, il y a quelques pays qui résistent au maître. Si on en croit Canalder, il y a que 3 pays qui résistent au maître. L'un c'est le Myanmar, l'autre c'est le Liberia et le troisième c'est les États-Unis d'Amérique. Et on voit même qu'en France à quel point le maître ça a été compliqué. La France a été le premier pays à adopter le maître, le premier pays aussi à le rejeter, puisque juste avant l'invasion de la Russie, Napoléon, qui a besoin de s'allier la bonne grâce de l'opinion publique, décide de répudier le maître parce qu'il est très impopulaire et de laisser le retour aux vieilles unités. Et il faudra attendre longtemps avant qu'on revienne au maître, alors que d'autres pays l'avaient adopté. En France, c'est revenu plus tard, dans un contexte où il fallait, sous la Restauration, quand il y avait besoin de trouver un compromis sous Louis-Philippe, entre la royauté et le peuple, donner des gages à la gauche, et le maître, ça symbolisait un esprit progressiste, révolutionnaire de gauche, une aventure d'unité de la nation, et en avant, on a fini par l'adopter, pour des raisons donc hautement politiques. Vous lisez tous les débats qu'il y a derrière sur la signification symbolique, philosophique du maître, vous dites mais c'est incroyable. Par exemple, les gens disaient, le maître, ça sera important parce que les gens mesureront leur jardin en mètres, ils pourront se dire qu'ils possèdent une portion de la terre. Et on le sent au plan symbolique, ça sera très fort, et ainsi de suite. Alors après, ça c'est la grande théorie, telle que les gens vont la défendre devant le Parlement et tout. En pratique, sur le terrain, une des missions qu'avait Méchain, en fait, leur mission c'était de définir un maître définitif, mais entre-temps on avait établi un maître temporaire. Et donc il y avait déjà une unification des mesures et on lui avait demandé allez voir dans les provinces comment cette révolution est perçue et qu'est-ce qu'ils en pensent. La réalité c'est que la plupart des gens n'en avaient pas entendu parler. Une bonne partie de la France parlait pas français à cette époque-là, donc ils n'arrivaient même pas à faire comprendre le problème. Il y a des épisodes cocasses où ils sont obligés de faire comprendre leur mission à un maire qui comprend à peine de quoi il est question. Enfin, il y a toute une notion. On comprend à quel point ce maître, on peut se dire comme acquis, ça a été une aventure et ça a été parsemé de rebonds incroyables. Et puis, on voit que c'est associé aussi à une autre aventure qui est comprendre notre terre. Parce que une fois que toutes les mesures sont là, une fois que toutes les mesures sont faites, on se rend compte que ça marche pas, il y a des problèmes, et que finalement, la Terre est pas telle qu'on la croyait. À cette époque-là, on savait déjà que la Terre était pas ronde, que la Terre était plutôt elliptique, comme un ellipsoïde, et qu'il y a une différence entre le tour de la Terre selon qu'on le mesure comme ça ou selon qu'on le mesure comme ceci.
Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est encore bien pire. Il y a une certaine ondulation ici et là, les modèles d'ellipsoïdes n'est pas suffisant à la précision qu'on veut et on est obligé de remettre en cause, à la suite de ces mesures, simplement la forme de la Terre. Derrière, il y a encore toute une affaire qui est le statut de l'erreur. D'abord, un drame personnel incroyable. Méchain, alors qu'il est parti vers le sud et qu'il était le plus précis de tous, celui qui était le plus maniaque dans ses mesures et tout, il a fait une erreur considérable, et il le comprend, considérable par rapport à la précision qu'il avait. Ça va le hanter à tel point que ça va l'obnubiler pour le reste de sa vie. Il retournera faire les mesures, ça lui sera fatal parce qu'il mourra du paludisme. On découvrira après qu'il a maquillé ses résultats, qu'il a menti au gouvernement, qu'il a quelque chose de juste incroyable. Et on découvre aussi à ce moment-là, et c'est très douloureux, la notion, on prend un nouveau regard sur la notion d'erreur en science. C'est à la même époque que Gauss, tournant du tout début du 19e siècle, travaille sur la notion d'erreur en statistique, les régressions, les moindres carrés, qui lui permettent de faire des découvertes majeures en astronomie. Et à ce moment-là, les gens commencent à avoir les idées claires sur ce que c'est qu'une erreur, une précision qu'on peut attendre et qu'on peut pas attendre, et donc un tournant majeur dans notre rapport à la réalité, à sa mesure scientifique. Et donc c'est la dernière grille de lecture qu'on peut en faire en termes d'histoire des sciences, un moment clé que cette aventure du maître. Donc l'émergence de rapports modernes à l'erreur dans la science expérimentale, mais aussi le premier colloque scientifique international où on convoque les savants du monde entier pour expertiser les résultats et pour travailler avec, dans un climat étonnant. Alors ça, c'est un événement qui dure. D'ailleurs, Méchain est tétanisé, il veut pas révéler ses résultats, il attend, il tergiverse, il temporise. Certains commencent à repartir chez eux parce qu'ils sont agacés. Donc il y a ce moment historique qui se passe pas du tout dans un nuage rose. Et puis, la naissance, quelques années après, de la première grande histoire des sciences, réalisée justement par Delambre, qui entre-temps est devenu proche du pouvoir, est devenu copain avec Napoléon, est devenu président de l'Académie des sciences, et il écrit ce grand ouvrage, Traité de l'histoire des sciences, où on cherche à mettre tout en perspective, parce que ils avaient l'occasion d'avoir accompli quelque chose d'historique. Sur le manuscrit de Lambre, où il avait consigné tous les résultats, il avait présenté à l'empereur les résultats, il avait consigné presque religieusement la belle phrase qu'avait dite Napoléon à cette époque-là: les empires passent et ces mesures demeurent, quelque chose comme ça. Genre le travail de la science bien plus éternel que le travail du politique. Fourier, qui était dans un discours, parlait du maître comme de la plus grande application des sciences, la plus grande application qui avait jamais été faite. Et donc cette notion de progrès qui s'installe de façon importante, et une transition, c'est ce qu'argumente Alder en tout cas, de façon assez convaincante, il n'y a jamais de transition massive, mais en tout cas une transition progressive entre un XVIIIe siècle centré sur l'honneur, la brillance, la réalisation individuelle, je vais faire ceci et cela, c'était le XVIIe siècle même, avec lançant des défis les uns les autres, et puis voilà. Et un XIXe siècle plus centré sur une notion de bien commun, de grands projets dans lesquels on va s'inscrire, de grandes missions à laquelle le scientifique va se sacrifier. Donc voilà, je vous en dis pas plus sur cet ouvrage, déjà j'ai beaucoup causé, mais vous retrouverez tout ça, toutes ces grilles de lecture à travers cette histoire. On pourrait croire que c'est un roman historique, mais tout est vrai. Et ça nous renseigne beaucoup de choses sur la science telle qu'elle s'est développée, la France telle qu'elle est née. À lire avant le mois de septembre. Le nom d'auteur? Alder, A-L-D-E-R. Absolument. Pour faire la transition avec ce que va dire Jean-Philippe, je vais ajouter que c'est la première fois qu'on se préoccupe de donner un système d'unité cohérente et de se dire il nous faut mettre de la rationalité dans non seulement les unités de longueur, mais aussi les autres unités, construire un système du monde cohérent. Voilà. Donc, suite à ça, il y a eu la création de quelque chose de très important qui s'appelle le Bureau international des poids et mesures, qui définit ce que sont le mètre, le kilogramme et toutes les unités. Et ça, c'est important d'un point de vue économique. Adler aussi dit que cette invention, l'invention du mètre, est probablement la source, l'origine de la mondialisation, et probablement une des inventions qui a fait gagner le plus d'argent au monde. Donc c'est une invention française de la Révolution française. Quand les enfants à l'école apprennent la Révolution française, on ne leur parle pas de ça, alors que c'est probablement la plus grande réalisation de la Révolution française. Juste pour dire, c'est à lire avant le mois de septembre, puisqu'il va y avoir une réunion du Bureau international des poids et mesures au mois de septembre,
avec l'annonce de la nouvelle définition du kilogramme, qui va changer de définition. Voilà, je vous en dis pas plus, on va en entendre parler dans la presse, il y aura des conférences à Sèvres, puisque tout ça se passe en France, hein, le bureau international des poids et mesures se trouve à Sèvres, au pavillon de Sèvres là-bas. Et donc, suivez la presse, et c'est bien de l'avoir lu avant, parce que comme ça, vous comprendrez vraiment les enjeux qu'il y a de redéfinir le kilogramme avec ces précisions. Parce que tu disais, ce mètre-là, aujourd'hui, ce mètre-là, on est capable de le mesurer, de le définir avec une précision de 10-17. Voilà. Donc, avec une précision de 10-17 qui, cependant, est toujours influencée par l'erreur de Méchain, qui doit être à 10-5 ou 10-6. Parce que il s'était planté, donc comme il s'était planté, on a fait une erreur sur la taille de la Terre. C'est ça. Et après, on a raffiné, mais tout en restant calé sur cette erreur initiale inscrite. Ah oui, pour ça tous aurait les été temps. catastrophique. Voilà. C'est une erreur à tous les temps, à tous les peuples. À tous les temps, à tous les peuples, c'est exactement ça. Et si vous voulez aller dans Paris, allez en face du Sénat, puisque là, il y a en face du Sénat, sous les arcades, vous avez le maître de l'époque avec cette plaque à tous les temps, à tous les peuples, à tous les peuples, à tous les temps. Donc c'est quelque chose aussi qui fait partie du patrimoine français. Il faut aller le voir, il faut aller se recueillir devant le maître. Voilà. Bon, je te remercie d'avoir choisi ça, c'est génial, parce que j'adore ça. Ok. Je vais garder le chouchou pour la fin, comme tu fais toujours. Voilà. Donc là, je vais vous parler d'un... Moi, j'adore les dictionnaires. Je suis quelqu'un... Depuis que je suis gosse, je lis des dictionnaires. J'adore ça. C'est une belle chose de lire des dictionnaires, parce que vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Là, je vous ai présenté un dictionnaire qui vient de Yougoslavie, puisque ça a été écrit à l'époque où c'était encore la Yougoslavie. Moi, je l'ai découvert, j'étais en Yougoslavie à cette époque-là. C'était quelques mois avant les débuts de la guerre qui a duré plus d'une dizaine d'années. Donc c'est le dictionnaire khazar d'un auteur qui s'appelle Milorad Pavic. Alors Pavic, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur-là, mais on pourrait le comparer, c'est un érudit, c'est-à-dire c'est un type, il est prof de littérature à l'université de Belgrade, il a été traducteur de Pushkin, de Byron, de plein de grands auteurs. Il a une culture encyclopédique, c'est un peu l'équivalent d'un Umberto Eco. Voilà, c'est un petit peu dans cet ordre d'esprit. Alors quand on présente le livre, ils appellent ça un roman lexique en 100 000 mots, donc ça donne sa définition. Donc c'est un dictionnaire dans lequel vous avez des entrées et des définitions, et c'est tout ce que vous avez. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre est sexué. Vous ne le voyez peut-être pas, je peux le tourner, vous ne le voyez pas, mais il y a une version masculine, une version féminine, il y a même une version androgyne. Alors ces versions ne diffèrent que par un paragraphe, donc c'est à vous d'aller chercher où se trouve ce paragraphe, mais apparemment, quand quelqu'un qui a lu la version masculine discute avec quelqu'un qui a lu la version féminine, eh bien ce paragraphe peut changer beaucoup de choses à l'interprétation de l'œuvre dans son ensemble. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est une œuvre qui est quasiment dans l'esprit des œuvres ouvertes. Alors ce dictionnaire, donc les Khazars, c'est un peuple qui a existé, qui vivait entre 650 et l'an 1000 sur les bords de la mer Caspienne et de la mer Noire, et qui est célèbre chez les historiens parce que c'est un peuple qui était païen et qui se serait converti en masse à une des trois grandes religions du livre. D'accord. Alors il y a eu des débats, savoir sur quelle religion, beaucoup de controverses. Aujourd'hui, les historiens s'accordent sur le fait qu'ils se sont convertis au judaïsme. Pour ceux qui connaissent le judaïsme et à quel point c'est difficile de se convertir à cette religion, vous voyez à quel point c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire de convertir tout un peuple au judaïsme dans son ensemble. Alors le livre part de ce point de départ, mais sans prendre la conclusion historique que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en laissant ouvert savoir à quelle religion ces Khazars se sont convertis. Et donc le livre est partagé en trois parties, en trois dictionnaires, trois lexiques. La version chrétienne, qui est rouge, la version musulmane, donc le livre vert, et la version judaïque, le livre jaune. Et chacun va vous proposer des entrées de grands penseurs, et on va rencontrer des personnages aussi bien imaginaires, des personnages réels qui ont existé, et donc on navigue entre l'imaginaire et le réel, et c'est au lecteur de se faire son avis sur finalement qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, il y a quelque chose en termes de narration que je trouve assez génial, c'est qu'on a une histoire, on a une énigme, une intrigue, on n'a pas de début, on n'a pas de fin, on commence à le lire par la page où on veut, on prend la première définition, et bien sûr, dans cette définition, il y a beaucoup de mots que vous ne comprenez pas, qui sont définis à d'autres endroits du livre, et donc, vous pouvez naviguer dans ce livre autant que vous voulez, suivre des fils, tourner en rond, vous perdre.
peut-être rater certaines des définitions parce que voilà, vous les avez ratées et ça pourrait peut-être quelques mois plus tard, vous ouvrez le livre, vous dites ah il y avait cette définition que j'avais pas lu, changer votre conclusion sur cette énigme. Donc on voit qu'on est on est dans ce mélange entre imaginaire et réel et puis on rencontre des choses très très belles. Alors on rencontre par exemple les chasseurs de rêves, quelque chose que j'ai trouvé très poétique, les maçons de la musique. Alors ça c'est assez extraordinaire. Ce sont des gens qui taillent des blocs de sel sur lesquels jouent les vents. Donc les vents vont sur ces blocs de sel qui ont été taillés, ça fait de la musique. On y rencontre la princesse Athée qui a 7 visages. Chaque jour de la semaine, elle change de visage. On rencontre donc les 3 auteurs qui sont Brankovic, Avram, l'auteur de la version chrétienne, le joueur de lutte Massoudi Youssouf qui est celui de la version musulmane, et puis le juif de Ragus, Samuel Cohen. Donc ça c'est les 3 auteurs qui ont donné leur interprétation, qui ont collecté les mots. Mais on va rencontrer aussi Cyril et Méthode, par exemple, les évangélisateurs. Donc ça c'est quelque chose qui voilà, vous plongez dans un univers. Vous savez quand vous commencez, vous ne savez pas quand vous finissez, et puis c'est un livre que vous pouvez continuer à toujours relire parce que vous oubliez, et puis relire une définition plus tard, en fait, vous la lisez à la lueur des autres définitions, et donc vous changez d'avis tout le temps. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une œuvre ouverte. En termes de littérature, ça fait partie de... On pourrait mettre ce genre de livre aux côtés d'auteurs comme Borges, par exemple, où on a vraiment... Vous vous rappelez, Borges vous dit que c'est toujours au croisement d'une bibliothèque et d'un miroir que se créent les univers, ces petites dissensions dans la réalité, ces petites failles dans lesquelles l'imaginaire va s'immiscer, hein, au début, par exemple, de Tlön, Nukbar et Tertius Surbis. Et donc, on est vraiment dans ce type d'ouvrage. Et la référence à Borges est tout à fait évidente. On vient bien sûr, alors voir des relations avec le nom de la rose d'Umberto Eco, et puis aussi un petit fil vers Italo Calvino qu'on voit à peine dans ce livre-là, mais qu'on a dans d'autres œuvres. C'est pour ça que j'ai amené ça aussi, dont je vais pas parler, mais qui s'appelle Le paysage peint avec du thé, où il utilise comme base du livre des mots croisés. Et en fait, ce livre est construit que sur des mots croisés, donc on voit qu'il y a toute cette mouvance d'auteurs un petit peu comme autour d'Italo Calvino. Et donc pour moi, c'est vraiment un livre fou. On pourrait imaginer, et c'est aussi un serbe, que c'est un scénario de film d'Emir Kusturica, donc vous voyez un petit peu le niveau de folie. Pour moi, je pense aussi, quand je lis ça, à Lovecraft. On peut penser tout de suite à des livres comme le Necronomicon, ou pour ceux qui l'ont lu, un livre que j'adore, qui est complètement illisible, qui est le Codex Seraphinianus. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Vous avez essayé de lire ça ou vous l'avez regardé, mais on est dans ce genre d'œuvre, en fait. On a un objet qui est là parmi vous, on ne sait pas si c'est un objet qui fait partie du monde réel, du monde imaginaire. Et en fait, il se trouve que c'est le genre d'ouvrage pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, parce qu'en fait cette petite zone en fait de flou entre le monde réel et l'imaginaire, c'est quelque chose que je pense qu'il est important d'explorer, en particulier pour nous les scientifiques. Et tu as eu la gentillesse d'aller chercher des livres Variations sur un même ciel, et c'est quelque chose qu'on a fait avec un exercice qu'on a joué avec un certain nombre de collègues, donc spécialistes d'astrophysique comme Hubéris par exemple, de leur demander de nous donner un texte imaginaire, de poésie, de littérature, de philosophie, qui les a inspirés dans leur création scientifique. Et en fait, on se rend compte quand on demande à ces collègues-là, vous savez, les articles scientifiques, c'est assez aride. Hein, c'est un texte qui est à la 3e personne, où on relate des faits, des hypothèses, et ça marche pas, il y a des problèmes. C'est quelque chose on donne pas son avis, on donne pas ses émotions. Et souvent, quand vous discutez avec les collègues, on dit pourquoi vous avez choisi cette hypothèse, pourquoi cette ligne de recherche, tout de suite, les gens vont vous citer des poèmes, vous citez des textes qu'ils ont lus, des musiques, des choses comme ça. Donc finalement, des références littéraires. Et donc, on a joué ce jeu avec Raphaël Thomas, qui a édité le livre, qui est là. Il me fait le plaisir de venir avec une super maison d'édition, aller voir ce qu'ils font. Et on a demandé à une vingtaine de collègues de nous donner un texte qui les a inspirés et pourquoi ce texte a influencé leur recherche. Et là, c'était très intéressant parce que un peu le masque est tombé, c'est-à-dire qu'on a vu des chercheurs qui nous parlaient de leurs influences et comment ces influences ont infléchi leur ligne de recherche. Et donc voilà. Et là, dans ce livre-là, vous avez les textes qui sont reproduits et puis des commentaires écrits par ces scientifiques qui vous permettent de comprendre le lien entre l'imaginaire et le réel. Et pour moi, ce livre-là, donc j'aurais pu mettre ce livre-là là-dedans, mais il était trop gros, on peut pas en prendre juste un passage. Ce livre ne se tient que parce qu'il y a toutes les définitions dans son ensemble. Et donc c'est une œuvre qui se tient tout seul. On ne sait pas si c'est un livre réel, un livre imaginaire, un peu comme voilà le Don Quichotte aussi, quand à la fin du Don Quichotte, on voit le Don Quichotte en librairie, on ne sait pas si c'est un livre qui a existé, qui est imaginaire, on ne sait plus où se trouve la réalité et l'imaginaire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très plaisant, en fait. Voilà. Super. Alors, à partir de cette
l'histoire du maître, qui était une aventure historique, scientifique, on va passer à une autre aventure qui mêle histoire et science, mais qui, elle, est sous la forme plutôt romanesque, mais pas vraiment non plus. Le genre de l'ouvrage est assez difficile à définir. Francis Pufford, Capitale Rouge, Red Plenty dans la version originale, et objet littéraire non identifié, comme on dit parfois. Je vais vous lire le tout début où l'auteur parle de ce que c'est. Ça commence par « Ceci n'est pas un roman ». C'est un texte qui a trop à dire pour en être un, mais il ne s'agit pas non plus d'histoire, car c'est sous la forme d'une histoire qu'il développe son explication. Simplement, l'histoire est avant tout celle d'une idée, et dans un second temps seulement à travers le destin de cette idée, celle des personnes impliquées, entrevues par des fentes incidentes, l'idée et le héros. C'est elle qui s'énonce dans un monde de dangers et d'illusions, de monstres et de transformations, tantôt aidée, tantôt entravée par ceux qu'elle rencontre en chemin. Le mieux est de considérer cela comme un conte de fées alors, bien que tout soit véritablement arrivé, ou du moins quelque chose comme ça. Et pas comme n'importe quel conte de fées, mais comme un conte de fées spécifiquement russe. Alors, quelle est l'idée qui se déploie là-dedans? De la même façon que si on veut le maître, l'idée du maître était le héros dans l'ouvrage de Canalder, ici l'idée qui se déploie, c'est l'idée de l'optimisation économique, de la planification économique, et il va s'agir de suivre l'économie russe depuis son essor exceptionnel des années 50, à une époque où des économistes sérieux pensaient que rapidement l'économie russe deviendrait la première du monde parce qu'elle avait accès à un outil qu'aucune autre n'avait, aucune autre grande économie, qui était la planification centralisée, rationalisée de la production. Jusqu'à l'effondrement, disons dans les années 80, où on voit que finalement ça ne marche pas. Et on va suivre cette idée de la planification économique à travers plusieurs décennies, avec toute une galerie d'aventures, des personnages réels, des scientifiques, des gouvernants, mais aussi des personnages imaginaires. On va le voir un peu à tous les niveaux, au niveau de l'idée telle qu'elle est développée, en particulier à travers l'esprit de Leonid Kantorovitch, l'un des grands mathématiciens du XXe siècle, et prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la façon de planifier l'économie dans un contexte de ressources limitées. Mais aussi, on va voir comment ça se passe dans la tête de dirigeants comme Khrouchtchev, et comment organiser l'économie, mettre le développement et la croissance avant tout, dans le cerveau de successeurs, qu'est-ce qui se passe du temps de Brejnev, et en même temps, qu'est-ce qui se passe au niveau des citoyens. On va voir arriver des problématiques telles que comment ça se passe du côté de l'innovation, de l'électronique, comment ça se passe du côté donc de l'industrie de pointe, mais comment ça se passe aussi du côté de la production de l'agriculture. Comment ça se passe du côté des denrées, il y a un chapitre qui s'appelle le prix de la viande, il y a un chapitre dans lequel c'est tout entier sur le fait que l'industrie russe abandonne l'idée d'être compétitif sur le domaine des transistors et de ce qui va avec. Donc vous avez comme ça un ensemble de chapitres qui sont en vignette. C'est très dur à suivre parce qu'on change complètement de décor, ce sont des longs chapitres. On revient, on voit, on se dit mais qui c'est ceux-là, ces personnages, je les ai déjà vus. Ah oui, celui-ci, c'est le gars qui veut faire grimper sa carrière en faisant ceci et cela, ça c'est la fille qu'on a déjà vue. Bon, et on se remet à chaque fois dans une nouvelle ambiance. C'est comme une sorte de vignette qui tente de nous donner, de façon kaléidoscopique, un portrait de la société russe de ces temps-là, en même temps aux prises avec cette notion d'optimisation selon plusieurs thématiques. Il va y avoir un sujet qui sera le prix de le prix des denrées de l'agriculture, et tout un chapitre sur comment c'est le passage de la ville à la campagne, des mondes complètement différents, comment on voit la politique d'un côté ou de l'autre. Il y a tout un chapitre, un morceau de bravoure sur l'ambiance dans une de ces villes scientifiques qui avait été construite par le gouvernement, où c'est comme une libération. Vous avez la jeune scientifique qui arrive, qui débarque, qui découvre un espace de liberté comme elle a jamais vu, des conditions spéciales où on mettait les scientifiques un peu comme en bulle pour qu'ils puissent produire parce qu'on savait toute l'importance que ça avait pour l'économie. Je vais vous lire un tout petit bout de chapitre, un extrait de ce chapitre-là, avec donc cette jeune scientifique, jeune maman qui débarque pour la première fois depuis longtemps. Elle a pu laisser son gamin de côté, elle retrouve les autres scientifiques, c'est une fête et tout ça, ils vont discuter. Et donc, blablabla, elle découvrait que la gravité ne semblait pas avoir complètement pris sur elle.
Ce soir, sans son enfant à proximité, l'attention qu'elle déployait constamment dans toute la zone où il gravitait autour d'elle, il semblait y avoir un peu moins d'elle-même que ce à quoi elle était habituée. Et ce qui restait était précisément plus léger. Plus léger, moins responsable, plus enclin à flotter et à changer de direction si le souffle des circonstances lui inspirait. Elle sourit en retour au garçon qui la saluait. « Alors, lesquels sont vos grands esprits déjà » demanda-t-elle. « D'abord, d'accord, dit Kostia. Juste là, près du buffet, se trouve notre Léonid Vitalievitch, notre génie. Il s'agit de Kantorovitch. Membre candidat de l'Académie, roi de l'économie mathématique, prince de la cybernétique, rabbin de l'analyse fonctionnelle, maître des algorithmes, le corbeau blanc lui-même. » Le génie en question était un petit homme qui prenait de l'embonpoint avec un nez qui ne semblait pas assez long pour expliquer son surnom, mais elle vit qu'il pouvait effectivement prendre des allures de bec dans la mesure où le reste de sa tête devenait plus convexe. Et la personne à laquelle il parle, mince, ascétique, lunettes à monture d'écaille, est le professeur Hertchoff, du centre informatique, qui a dit, ou réputé pour avoir dit, un programmeur doit allier la précision d'un employé de banque à la perspicacité d'un traqueur indien et y ajouter l'imagination d'un auteur de romans policiers et le sens pratique d'un homme d'affaires. Et puis, continua Kostia, si vous regardez un petit peu sur la droite, c'est mon patron, l'autre président du séminaire, le docteur Shaidulin. Ah, il vient par ici. Il s'approchait en effet, chétif mais chic, plein de l'assurance du pouvoir, avec des traits délicats, et un long crâne étroit de chaque côté duquel les cheveux bouclés battaient en retraite. Et voilà. Donc toute une série d'ambiances comme cela. Vous avez les portraits là, c'est joyeux. Vous avez un autre portrait qui se passe avec le caïd de la mafia, c'est beaucoup moins joyeux. Vous avez donc cette notion de portrait. Et puis, chemin faisant, et c'est là la grille, une autre grille de lecture, peut-être celle qui est la plus intéressante, en tout cas celle qui mérite que vous fassiez l'effort d'aller dans ce long texte, c'est ce que vous apprenez sur l'économie dans son application. Tout le chemin énorme qu'il peut y avoir depuis la théorie telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est parfaite, et puis l'application, avec la théorie qui vient contre le gouvernement, mais aussi qui vient contre les personnages qui la font vivre. Kantorovitch, et on le voit bien dans l'ouvrage, a passé des décennies de sa vie à se battre contre toutes sortes d'instances, à louvoyer entre les dénonciations de ses collègues, parce que il était engagé dans un grand dessein qui était la rationalisation des pratiques économiques, la rationalisation des prix. Alors il faut imaginer ce que ça pouvait être au temps de Staline comme prise de risque, construire une théorie rationnelle des prix. Je veux dire, on envoyait des gens au goulag ou au peloton d'exécution pour bien moins que ça, à une époque où l'économie était chargée d'idéologie. Certains théorèmes de Kantorovitch étaient considérés comme une odieuse incitation au capitalisme. C'était un théorème inattaquable, mais juste il était impossible d'en parler en public. Les intérêts du pouvoir, les intérêts de la science, parfois, étaient en conflit sur d'autres affaires. Comme avec la biologie, on sait que ça a été dévastateur. La biologie soviétique a été juste ruinée par le fait qu'il fallait y inclure de l'idéologie. Et puis on voit aussi comment avec les gens, ça se passe mal. Parce que les individus obéissent à leur intérêt propre, à ce qu'ils croient, et ça va pas forcément dans le sens de l'intérêt public. Il y a un chapitre qui s'appelle Dilemme du prisonnier et qui montre exactement sur le terrain une instance, une incarnation de ce paradoxe bien connu en théorie des jeux, où si chaque acteur séparément prend une décision rationnelle qui va dans son intérêt, l'ensemble prend une décision qui est mauvaise pour tout le monde. Alors que si chacun avait agi d'une façon irrationnelle, finalement, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et ça, c'est un pied de nez, évidemment, aux idées à la Adam Smith. Il y a une main invisible qui se charge de faire en sorte qu'à partir de l'intérêt de chacun, le bien commun se dégage. Et sur le terrain, on voit que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas aussi dans des conditions comme celle-ci, même dans une économie planifiée, rationnelle, qui est à l'opposé de cette économie capitaliste à Adam Smith. Et l'intérêt, c'est que c'est pas comme une leçon d'économie, vous le voyez sur le terrain, comment ça se passe. Et puis, dernière chose, pour faire le lien avec l'aventure du maître, une des raisons pour lesquelles le maître a eu tant de mal à s'imposer, c'est que ça venait à l'encontre de certaines pratiques et intérêts des gens sur le terrain. Chaque fois que vous uniformisez, que vous rationalisez, vous détruisez tout un business qui peut se mettre à la marge dans les interstices, dans les taux de conversion, dans le flou, et qui sert à enrichir certaines personnes, mais qui sert aussi à arrondir les angles.
c'est un débat qu'on retrouve chaque fois que dans les opérations de mondialisation. Dès qu'on veut rationaliser le truc précisément pour que ce soit portable, ben on va aller à l'encontre de culture, d'habitude. Et on peut dire, mais on gagne de l'argent. Oui, mais des fois aussi, ça génère des conflits. Et on perd en partie ce qu'on avait gagné là-dedans. Et exactement ce même genre de conflit, tous les gens qui faisaient leur business de ce qu'il y avait une unité différente là et ici, étaient contre le maître. Et ici, tous les gens qui faisaient leur business dans le fait qu'on n'avait pas besoin de planifier parfaitement et dicter le truc, vont se retrouver démunis face à l'optimisation, ou vont la contourner, ou vont trouver des moyens de tricher, de répondre à la lettre mais pas à l'esprit, et qu'à la fin, finalement, les choses s'écroulent. Une leçon d'économie, une leçon de politique, une leçon d'histoire, en même temps une galerie de portraits. Dans un environnement, si l'autre était très typique de la France, celui-ci est très typique de la Russie. Ah, on voit que ça vous laisse rêveur. Et combien coûte une cigarette? Vous apprendrez combien coûte une cigarette, c'est ça? Bon, très bien. Alors, maintenant je vais vous emmener, mais dans le passé, il y a très longtemps. Quoi, très longtemps. Vous connaissez tous Kepler? Oui! Vous avez entendu parler de Kepler. Bon, vous ne le connaissez pas comme ça, mais vous avez tous entendu parler de Kepler. Vous savez peut-être pas trop ce qu'il a fait, mais c'est quand même un nom de l'histoire des... Parmi les grands scientifiques de l'humanité, il y en a un certain nombre qui sont très connus, mais que ce soit Galilée, Kepler et Newton, c'est quand même un trio assez fondamental dans l'histoire de la physique moderne. Alors Kepler, hein, c'est 1571-1630. Et il a une œuvre qui est assez géniale, qu'il faut lire, même l'œuvre scientifique, en particulier donc, ce qu'on appelle le Mysterium Cosmographicus, c'est donc les mystères du cosmos, où il établit, il essaye de partir des résultats de Copernic, donc sur le fait que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, que la Terre tourne autour du Soleil, que la Terre tourne sur elle-même, et c'est là où il va commencer à faire une théorie géométrique de ça. Il cherche, en fait c'est vraiment un idéaliste, il cherche une théorie du tout, il voudrait représenter une structure géométrique globale de l'univers, ce qu'on appelait l'univers à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le système solaire. En 1619, il va faire son œuvre majeure, qui est l'harmonie du monde, l'harmonie Sees Mundi, et là c'est une synthèse entre la géométrie, l'astronomie, la musique, et dans son travail, il y a cette nécessité de faire rentrer l'abstraction mathématique dans le monde sensoriel, et en particulier avec cette relation d'harmonie des sphères, de la musique des étoiles, des planètes. Et Kepler va être confronté à un grand problème, c'est que la Terre tourne peut-être autour du Soleil, la Terre tourne peut-être sur elle-même. Il en était convaincu comme Copernic, comme Galilée, mais on ne pouvait pas le prouver à l'époque. Et donc il fallait convaincre les gens. Il aurait fallu faire aujourd'hui de la vulgarisation, de la diffusion des connaissances, expliquer, convaincre. Newton va arriver, basé sur les travaux de Kepler, il va comprendre qu'il y a cette loi de la gravitation universelle. Ça va ajouter un argument théorique supplémentaire au fait que la Terre tourne bien autour du Soleil, mais on ne pourra pas prouver encore que la Terre tourne autour du Soleil. Donc ça, il va falloir attendre assez longtemps pour prouver que la Terre tourne autour du Soleil, il va falloir attendre Bradley, et encore plus longtemps pour savoir que la Terre tourne sur elle-même, pour prouver que c'est vraiment le cas. Est-ce que vous savez quand c'est? Vous avez une idée à quelle époque on a prouvé que la Terre tournait sur elle-même, vraiment avec une expérience? Foucault. Exactement, Foucault, c'est 1850. Voilà, il faut quand même attendre presque 200 ans pour qu'on prouve ces faits dont il avait une intuition, pour lesquels il avait des arguments mathématiques et physiques. Et donc il va écrire ce petit texte qui s'appelle Le Songe. Et Le Songe, on pourrait qualifier ça d'un roman de science-fiction, ou d'une fiction de vulgarisation, de diffusion des connaissances. C'est une rêverie philosophique à but pédagogique. Et Kepler, donc, va imaginer qu'il va, alors c'est pas lui, c'est un personnage qui s'appelle, alors à chaque fois je me plante dans son nom, non, Duracobus, c'est ça, voilà, Duracotus. Alors Duracotus c'est le héros. La mère de Duracotus est une magicienne. Alors ça aussi c'est assez drôle parce que Kepler a écrit ce livre en 1608-1609. Il ne sortira qu'en 1634. C'est son fils Ludwig qui le publiera après sa mort. Et en fait il faut savoir qu'il avait écrit ce texte et qu'il a commencé à le diffuser en 1609 parce que sa mère, donc la mère de Kepler, avait été accusée de sorcellerie. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'assez autobiographique, comme dans tous les bons romans, il y a une partie autobiographique.
Et donc, il parle de sa mère, donc qui est cette magicienne, et qui va l'envoyer vers le voyage vers une île, l'île de Levania, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la Lune. Et donc, ce petit livre est en 3 parties. Il y a d'abord la rencontre avec le démon qui va leur permettre ce voyage. Le voyage sur la Lune, on vous décrit comment aller sur la Lune, comment voyager sur la Lune, comment réagit votre corps quand vous quittez la Terre. Il est très difficile de s'éloigner de la Terre, et puis après, on flotte un peu, puis après on arrive dans cet univers lunaire où les propriétés sont différentes. Et d'ailleurs, il faut prendre certaines substances parce que le corps humain ne résiste pas bien à ce genre de voyage, hein, c'est très dangereux pour vous. Et puis, il y a toute la partie où on est sur la Lune, et on observe l'astre que l'on voit, qui est Volva. Volva, elle tourne, donc la Terre, et à partir de ce moment-là, il va rendre sensible tous les faits astronomiques. Il va vous expliquer que vous allez voir la Terre tourner. Alors la Lune tourne autour de la Terre en nous montrant toujours la face. Donc en fait, sur la Lune, si vous étiez sur la Lune, il n'y a pas 365 jours, il y a 12 jours hein, qui durent chacun l'équivalent d'un mois terrien, 27 jours terriens. Et en fait, il va rendre sensible tous ces résultats de l'astronomie. Il va même arriver par l'esprit à décrire le mouvement des planètes vues depuis la Lune. Vous voyez, c'est vraiment un effort, c'est très difficile en fait à se le représenter. Aujourd'hui, si vous vouliez le faire, vous devriez prendre un ordinateur et tout ça. Si vous demandez à quelqu'un d'imaginer le mouvement des planètes vues depuis la Lune, c'est très très difficile, hein, puisque la Lune tourne autour de la Terre, et puis donc on n'est plus dans ce qu'on appelle le bon référentiel, c'est très compliqué, et il va rendre tout cela sensible. Et son but, c'est vraiment de faire une démonstration scientifique. Alors on est vraiment, c'est ça que je trouve assez extraordinaire, parce que c'est une démonstration paradoxale. C'est une démonstration de faits scientifiques par le biais de l'imaginaire. Et il n'a pas d'autre moyen de convaincre les gens que de rendre sensible avec l'imaginaire ces faits scientifiques. Alors il y a des choses qui sont très drôles, en particulier on retrouve... il parle par exemple de la Terre et il nous parle de la jeune fille. Alors ça, alors il faut aller chercher un petit peu les cartes de l'époque et puis se renseigner un petit peu. Mais les continents étaient très mal connus, très mal dessinés. On pouvait imaginer des formes. Donc la jeune fille, c'est l'Europe. Le chat qui saute, par exemple, c'est les pays scandinaves. La cloche, c'est l'Amérique du Sud, et c'était la façon dont on les représentait sur les cartes. Donc on retrouve en fait aussi cette connaissance de la Terre de cette époque, donc du XVIe siècle, et puis comment il essaye de rendre tout ça, grâce à l'imaginaire, sensible pour les gens. Donc voilà, donc ça c'est très beau parce que ça montre que parfois, bien sûr, il faut prouver les choses de façon les plus rigoureuses possible grâce aux mathématiques, grâce aux expériences, et c'est le seul moyen finalement de prouver les choses, mais il y a un moment où quand on veut diffuser les idées au public, il faut faire une licence et passer peut-être par l'imaginaire, passer par la communication. Anaïs, tu nous avais fait découvrir un livre que j'avais adoré il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était Générosité. Et il y avait aussi cet argument, donc c'était un livre sur la génétique, et il y avait cet argument que de Powers, si mon souvenir est bon, où on parle de cette recherche du gène du bonheur, et il y a un biologiste qui veut faire passer ses arguments biologiques, et il dit « ce n'est pas dans les laboratoires que l'on changera le monde », et lui, c'est quelqu'un qui va communiquer, qui va sur les scènes de théâtre, qui va à la télévision, critiqué par tous ses collègues, mais il passe par l'imaginaire aussi, pour faire passer ses idées. Et il y a un moment, et c'est un peu le cas aussi dans notre société, c'est en communiquant, c'est en parlant dans les médias de ces nouvelles idées qu'on les fait accepter au grand public, en se libérant de la technique, parce que bien sûr, pour la plupart des gens, cette technique, elle est complètement barbante. Et c'est vrai que si on vous fait rêver, si on rend les choses intuitives, eh bien, c'est là où on va pouvoir avoir l'adhésion des gens et changer leur façon de voir le monde. Et ça, c'est un peu, par exemple, ce qu'on pourrait faire dans un musée des mathématiques, oui, par exemple. Voilà. Et donc tu as aussi le livre de l'Institut que tu as eu le plaisir d'amener, où on raconte avec Cédric un peu l'objectif de ce musée des mathématiques, de vous ouvrir, de vous parler de mathématiques d'une façon qui est plus sensorielle, plus intuitive, pour pas avoir à passer par la technique. Voilà, donc lisez Kepler, c'est quelque chose de fabuleux. Tadam. Ok. Alors, on continue maintenant résolument dans ce qui serait de l'histoire contemporaine, avec un ouvrage, c'est le plus court en termes de titre, hein, le titre c'est 6. Je ne vous parlerai que de 6, mais il est bon de savoir que dans le même esprit, il y a une suite qui s'appelle 5 et qui a été publiée juste en dos à dos dans cette jolie édition. L'auteur, le livre est ici anonyme, mais l'auteur s'appelle Alexandre Laumonier. Il est aussi éditeur, et d'ailleurs l'éditeur de cet ouvrage que vous avez ici, les imaginaires, l'éditeur de l'ouvrage ici de Pavel Floreski, les imaginaires en géométrie. Avec une jolie préface d'ailleurs, bon.
C'est qui Steve? Voilà, c'est un gars. Alors, dans 6, de quoi est-il question? Eh bien, nous sommes dans notre monde, au cœur de l'économie encore, mais dans la partie la plus mystérieuse, peut-être, de la microéconomie, la microéconomie algorithmique. Et l'ouvrage est écrit comme si, alors, je vous lis un petit extrait du premier chapitre. Depuis 2007 et le début de la crise économique, je n'ai cessé d'envahir les marchés financiers. Je travaille au 1700 MacArthur Boulevard à Mahwah, une banlieue endormie du New Jersey située à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de New York. Ironiquement, car il est peu probable que les concepteurs de mon bureau s'en soient aperçus, le mot Mahwah signifiait pour les Indiens Delaware qui vivaient ici au XVIIIe siècle lieu de rencontre, ou lieu où les chemins se croisent, ce qui est très précisément la raison pour laquelle le bâtiment qui m'abrite depuis 2010 a été construit. Mon bureau est grand comme 7 stades de football américain, il est relativement silencieux mais froid. Je n'en occupe pas la totalité. En réalité, l'espace où je travaille ne fait quelques millimètres carrés, loué tout spécialement à Mahwah par mes employeurs pour une somme située entre 10 000 et 25 000 $ par mois. Comme certains étudiants, je vis en colocation. Ceux qui partagent le réfrigérateur avec moi s'appellent Guerilla, Stealth, Sumo, Blast, Iceberg et Shark. Je passe mes journées à les observer attentivement. Je travaille de 9h30 à 16h sans relâche. Je m'appelle Sniper et je suis un algorithme. Et là, le ton est donné. On va s'intéresser aux algorithmes. Et là encore, ça va être comme un roman d'aventure, mais complètement désordonné. Ces algorithmes qui règlent la finance mathématique, comment ils marchent, personne ne sait trop, vous avez des défilés d'algorithmes qui ont tel ou tel comportement, un peu comme la comète de Halley, on en voit qui arrivent, qui reviennent, on ne sait pas d'où ils viennent, on comprend pas ce qu'ils font. Certains sont là juste pour occuper la bande passante, beaucoup sont là juste pour tester les réactions des autres, certains sont conçus spécifiquement pour en attaquer d'autres, et ainsi de suite. Et vous voyez aussi entrer dans les coulisses de l'histoire. Comment on est arrivé là? Qui sont les cerveaux qui ont imaginé ça? Comment petit à petit s'est construit l'affaire? Et comment ça vit dans ce monde? Quelles sont les aventures? Qu'est-ce qui peut se passer? À quoi ça correspond une révolution? Par exemple, voici un épisode célèbre de l'histoire de la finance récente qui nous parle d'un certain jour de 6 mai 2010 à partir de 14h42 et 30 secondes. Et pendant 10 minutes, les marchés américains plongèrent de 998,5 points, soit 9%, soit 862 milliards de dollars. 862 milliards de dollars, donc, qui disparaissent en 10 minutes sans que personne comprenne vraiment de quoi il s'agit. Du jamais vu dans un laps de temps aussi court. Ces 10 minutes furent un véritable festival. La cotation de certains titres devint délirante alors que l'action Apple était à 250 $. Elle passa subitement à 100 000 $. Inversement, celle d'Accenture, un cabinet de conseil international, passa de 50 $ à 1 cent à 14h47 suite à un probable bug imputable à l'algorithme trading du Nasdaq, qui fit perdre par ailleurs ce jour-là des dizaines de millions de dollars à Procter & Gamble, l'une des plus grandes multinationales au monde. Un problème technique lié au Consolidated Quotation System, un dispositif qui regroupe les informations financières sur l'état des carnets d'ordre de toutes les plateformes, engendra des retards dans l'exécution des ordres en fonction de l'initiale du symbole des sociétés cotées. De A à M, le retard était de 24 secondes, alors que de M à Z, il n'était que de 5 secondes, une différence qui ne mettait plus les cotations sur un pied d'égalité. Il se murmure aussi qu'une grande banque profita de cet emballement pour se débarrasser en toute discrétion de prêts pourris liés aux subprimes, dans l'espoir que le chaos des machines puisse masquer son opération. L'intelligence humaine n'a pas de limite. Au bout de 10 minutes, tout rentra dans l'ordre après que le Chicago Mercantile Exchange eut appuyé sur le bouton de son Stop Logic Functionality. Alors, vous voyez le genre de choses. De cet épisode haut en couleur, Jim Simons, le plus riche mathématicien du monde et un grand philanthrope à qui nous devons beaucoup, mais qui a fait sa carrière dans le trading à haute fréquence, comme on dit, de cet épisode, Jim Simons a déclaré publiquement: tout est retourné dans l'ordre, ce qui montre bien que le système marche parfaitement. Voilà qui vous rassure. Et toute cette aventure-là, c'est celle qu'on vit au cours des années. Vous avez des épisodes qui sont cocasses. Vous avez la boîte qui fait un test, mais qui se rend pas compte que suite à une erreur, en fait, ce qu'elle croit être un exercice est en train d'arriver dans le monde réel. Le temps qu'ils s'en rendent compte, ils sont ruinés. Il faut revendre leur affaire. Vous avez la plateforme qui se met en bourse et qui, au bout de
quelques secondes, voit son titre tomber à zéro parce qu'il a été attaqué spécifiquement par un algorithme conçu pour le détruire, et ainsi de suite. Et puis, vous vous plongez donc dans cet univers, vous avez l'impression que c'est la science-fiction, et puis finalement c'est vrai, c'est la réalité, c'est ce qui est en train de se produire. Et en même temps, c'est une leçon d'histoire. Il y a beaucoup de flashbacks dans l'ouvrage, les chapitres sont très hétérogènes, et ça vous replonge dans l'aventure de la construction de la finance. Pourquoi la bourse s'est mise en place? Quel rôle ça remplissait? Comment on est arrivé à faire des règles comme ci, comme ça? Pourquoi? Des sujets sur lesquels on a les idées très floues d'habitude. Et puis aussi sur l'histoire de l'innovation. Et vous voyez dans ce secteur une vague d'innovation arrivée dans laquelle les financiers eux-mêmes sont complètement perdus. Les traders qui étaient là en train de se disputer dans le grand acte héroïque, de se battre, de se faire des gestes bizarres, de s'engueuler dans un grand tintamarre plein de stress, ils ont juste disparu. Face à cette révolution des machines et des algorithmes, le soulèvement des machines, comme il le dit, en référence à certains films bien connus. Et on les voit, les traders, à une époque, ils voient arriver l'informatique, ils disent « Bon, aucun programme ne sera jamais aussi subtil que nous, qui utilisons tant de paramètres et de choses. » Et puis, au bout de quelques temps, ils sont juste balayés, les grandes salles désertées, il faut tout reconstruire, arrivent des planificateurs d'algorithmes avec leurs machines, comment on va construire, et ainsi de suite. Et vous voyez l'innovation à l'œuvre de façon particulièrement brutale. On a tendance à penser au secteur de la finance comme un secteur qui brutalise le reste, mais on voit que c'est un secteur qui soi-même a été en proie à un processus de mutation extrêmement violent. Et puis, vous voyez derrière des portraits et des anecdotes qui font que ce milieu, même si vous vous dites « mais qu'est-ce que c'est ces conneries ?» même si vous vous dites « c'est quoi ces gars, quoi ils jouent avec leurs affaires, ils vont tous nous tuer », même là-dedans, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir de la tendresse pour eux parce qu'ils sont personnalisés, parce que vous voyez une galerie de portraits hauts en couleur avec toutes sortes de motivations. C'est entre calcul et passion et jeu et désir de s'en sortir et des aventures, des destins individuels qui sont assez étonnants. Vous voyez par exemple le parcours de Thomas Peterffy, un immigré hongrois qui débarque dans les années 60 aux États-Unis à 20 ans. Il parle pas l'anglais, il a jamais programmé, mais il comprend rapidement, comme il est malin, que l'avenir est dans la programmation. Il se retrouve être un programmeur hors pair, puis se lance, c'est le premier à se lancer dans l'aventure de l'informatique appliquée à la bourse. Au début, il fonctionne comme un trader, mais il a sa grosse machine avec des couleurs qui donnent des indications. Les autres se foutent de lui. C'est quoi ce truc là? On croirait être dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Il a son bidule là, c'est n'importe quoi. Et puis petit à petit, ça marche de mieux en mieux. Il monte son affaire. Petit à petit, on rigole plus. Il monte il a sa boîte qui passe des ordres à distance. Arrive un inspecteur qui vient contrôler. C'est quoi cette boîte qui passe un nombre anormal d'ordres? Où sont tous vos traders? Ah non, mais c'est là, il y a un ordinateur qui fait bip bip et qui est en train de prendre mes trucs. L'inspecteur regarde ça et il dit « Ah mais non, c'est pas légal. »« Ah mais non, c'est pas légal, c'est écrit dans la loi que les ordres doivent être transmis par un clavier. » Ah! Il est en train de voir tout son système qui s'écroulait, mais c'est un malin, il en veut, il est motivé, c'est l'heure de sa vie. Très vite, il construit une espèce de machine articulée, un robot avec des doigts qui vont taper sur le clavier pour reproduire les ordres et tout ça. Avec une espèce de truc qui fait ressembler à un humain avec une sorte de tête et une machine. Quand l'inspecteur revient, et bien voilà, c'est ça, c'est le truc. C'est une machine qui donne des ordres. Suspense. Ok, d'accord, il repart. Et ça continue. Le gars est devenu l'un des grands noms de la finance, il a gagné des milliards, c'est un des parrains de tout le système. Bon, malheureusement, il s'est engagé pour Trump, on va laisser de côté cet aspect obscur de sa personnalité, même si, venant de Hongrie, le soutien aux républicains, à la droite contre la gauche, c'est presque comme... ils sont nés dedans, quoi, dans la haine du socialisme et de tout ce qui peut être politiquement associé à gauche. Et donc, il a des circonstances atténuantes. Mais vous avez ce genre de portrait. Un autre que vous retrouvez de façon hilarante là-dedans, c'est Claude Shannon dans les débuts de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Claude Shannon, c'est le père de la théorie de l'information, et on le retrouve là-dedans au moment où, avec son copain Thorpe, lui aussi un grand qui s'intéressait beaucoup à la finance, aux algorithmes, et qui
ils se sont mis en tête, allez, on va s'amuser à aller faire sauter les casinos à Las Vegas avec des algorithmes. Et alors, ils ont découvert qu'avec une petite caméra cachée en fonction de l'endroit où la bille tombe sur la roulette, on peut déterminer le cadran dans lequel ça va arriver, en déduire un avantage compétitif et comme ça gagner. Ils font des calculs avec un petit ordinateur caché dans une chaussette. Ils se font là encore des histoires hallucinantes. Ils se font repérer. Un coup ils se font tabasser. Un coup le casino va leur apporter un café drogué au LSD ou qui sait quoi. Donc vous avez et là-dedans tout ce portrait qui se met en marche de gens qui sont motivés par des passions complexes, variées, comprendre, jouer, pousser le progrès dans un combat qui est, il y avait un combat pour la réussite personnelle. Vous avez aussi une bataille contre la technologie. Allez, on va faire le truc qui va marcher aussi bien que possible. Et puis finalement, une bataille même contre les règles de la science. En train de se dire, bon, pour un avantage compétitif, il faut aller le plus vite possible. Alors allez, on va faire les autres par fibre optique. Non, on va le faire par micro-ondes parce que c'est encore plus rapide. S'approcher tellement près de la vitesse de la lumière qu'ils vont commencer par s'indigner. C'est quoi cette connerie de vitesse de la lumière? Est-ce qu'on peut pas quand même aller au-delà? Ça nous permettrait d'avoir un vrai avantage compétitif sur les adversaires. Et un système qui s'emballe, qui devient complètement fou, dans lequel les gens se retrouvent pris par les idées, globalement gaspillent des sommes d'argent juste inouïes, et ce côté fascinant de voir l'humanité dans sa marche de l'innovation, à la fois occupée à utiliser la technologie, à se mettre à son service, et en fait occupée à devenir l'esclave de la technologie. Ça va. Pouf, c'est fatigant. J'ai bien fait de garder mon chouchou pour la fin. Ça va nous reposer. Alors voilà, comme Anaïs nous fait toujours un chouchou au ciné-club. Donc mon chouchou, alors ça c'est ma version, c'est le Palais de glace de Tarjei Vesaas. C'est un livre norvégien de 1963. Il y a une nouvelle traduction qui est sortie. J'ai comparé, en fait, la nouvelle traduction est bien meilleure que l'ancienne traduction. Celle-là, elle a été vraiment réécrite à la mode française. Et là, vraiment, on a tout à fait le style de l'écrivain comme Tarjei Vesaas ou comme, pour ceux qui connaissent, Jon Fosse, c'est-à-dire ces écrivains norvégiens de la fin des années 60-70 avec des phrases très très courtes et tout ça. Alors c'est un livre, en fait c'est extrêmement difficile de parler de ce livre parce que c'est plus qu'un livre, c'est un univers, c'est une sorte de huis clos au cœur de l'hiver. Je sais pas moi j'ai vécu 2 ans en Suède, donc j'ai découvert ce livre au moment où j'habitais en Suède, et pour toute personne qui a vécu au moins un hiver dans un pays nordique, ces hivers qui sont longs, avec des nuits qui sont sans fin, en fait, on comprend très très bien cette atmosphère. Là, il y a voilà, la façon dont le temps se suspend pendant cette période de l'hiver est représentée dans ce livre. Alors dans ce livre, on a Sis et Un. Alors Un et Sis, ce sont deux fillettes de 11 ans, et elles vont devenir amies. En fait, Un vient de perdre sa mère. Elle va s'installer chez sa tante dans un village de la Norvège, pas loin dans la communauté où vit Sis. C'est la fin de l'automne. On commence à voir voilà, la glace, la neige qui commence à apparaître. On entend la glace craquer dans le lac parce que les glaces se forment. On a la nuit qui s'impose lentement. Et les deux fillettes sont très différentes. On a Un qui est une fillette, donc orpheline, comme je l'ai dit, très secrète et très timide. Et puis Sis qui est une fillette plus impétueuse, énergique, gaie. Donc deux personnalités complètement aux antipodes. Et pourtant, dès qu'elles se rencontrent, elles vont avoir une attirance quasiment magnétique, comme le pôle nord et le pôle sud des aimants. Et elles savent pas expliquer ça, il y a cette attirance. Donc elles commencent à passer du temps ensemble, elles sont dans la même classe à l'école. Et un soir, elles se retrouvent chez Un. Et on est dans cette petite maison de bois. Elles sont dans la chambre, il se passe plein de choses. C'est le moment où Un va révéler un secret à son ami. Elle se livre complètement et elle scelle vraiment une amitié très profonde, une sorte de pacte, un pacte indéfectible. Et ça, c'est un moment, c'est tout au début du livre, c'est un moment vraiment d'une grande sensualité, complètement inconsolable, très troublant, très fusionnel. Quand vous lisez ce passage, vous êtes un petit peu vraiment troublé. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais vous serez troublé, c'est évident. Et donc là, on est tout au début du livre, et le lendemain, il y a un drame. Alors, je vais pas trahir grand-chose en disant, c'est un peu comme dans les films de Columbo, en fait, on trahit rien du tout en disant qu'il y a une des deux fillettes, donc qui est Un, qui va mourir, qui va disparaître plutôt. Et ça va être le début, en fait, du livre, parce que
c'est plutôt un livre autour de l'absence. On avait finalement ces deux fillettes qui tombent en amitié ou qui tombent en amour, et puis tout de suite on a cette absence. On a Un qui va devenir prisonnier de ce fameux palais de glace, et puis Six qui est vivante, qui elle reste avec le fantôme de son amie. Elle est prisonnière aussi d'un autre palais qui est le palais de ses souvenirs. Et donc c'est un peu ce qu'on va nous raconter, c'est vraiment comment cette fillette va vivre cette absence avec cette rencontre quasiment amoureuse, et comment est-ce que tous les gens qui sont autour d'elle vont essayer de la consoler, de l'accompagner, mais que en fait tous ces efforts ne font que l'isoler de plus en plus. Donc il y a quelque chose de très tendre. C'est le point de vue de la fillette, donc on voit à quel point, si vous avez des enfants, parfois ils sont tristes, vous essayez de les consoler, souvent vous n'avez pas les bons mots, et là vous comprenez vraiment pourquoi. Alors bien sûr, il y a un troisième personnage, c'est ce palais de glace, donc cette cascade qui est transformée en glace, dans lequel eh bien Un se retrouve enfermé. Et là aussi, sa description, c'est un véritable tour de force, parce qu'on a à la fois quelque chose qui est un mausolée, qui est un palais un palais de contes de fées. Il est inanimé, vivant, il est vide et hanté, et puis toutes ces images se superposent et ça crée une sorte de tension. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire en fait est très simple, il n'y a presque pas d'action, mais elle progresse très très lentement avec beaucoup de répétitions. Et ça aussi, c'est assez typique du style de Vsauce. Il répète les choses et à chaque répétition, il y a des infimes variations. Donc on a quelque chose qui est très rythmique, mais qui est aussi très hypnotique. Un peu, si je prends un exemple musical, comme de la musique répétitive, comme du Philip Glass, vous avez ce thème qui va se répéter, se décaler. Et avec ces petites variations de page en page, en fait, il y a une tension qui se crée, il y a une histoire il y a des sentiments qui apparaissent. C'est une langue qui est extrêmement simple. Donc les auteurs norvégiens de cette époque-là utilisent vraiment très très peu de mots. C'est d'une simplicité, mais des phrases courtes, très puissantes. Donc, pour moi, c'est vraiment de la poésie à l'état pur, parce que tout est en retenue, tout est suggéré. On a des harmoniques, des sons qui résonnent. On a des images qui vous impriment l'esprit, et puis comme si tout était vraiment figé par le gel de l'hiver. Donc voilà, il y a le silence qui règne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est le rôle du silence. Et je crois que Vsauce, je vous ai amené deux livres, j'adore cet auteur. En général, quand j'aime un type, un auteur, ça peut être une auteure aussi d'ailleurs, je lis tous ses bouquins. Donc je vous ai amené d'autres, par exemple, qu'il faut lire une fois que vous aurez lu celui-là. Il y a Les Oiseaux et puis Le Vent du Nord. Et vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui adore le silence. Il sait décrire le silence comme peu d'auteurs savent décrire le silence, montrer sa tension. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans Les Oiseaux, on voit vraiment peut-être un de ses programmes littéraires, parce qu'il pose une question qui est fabuleuse, c'est une question de philosophie pour le bac, qui est la suivante, qui est: à qui parlons-nous quand nous nous taisons? Et c'est une question, quand vous pensez aujourd'hui dans cette société de communication où tout le monde parle trop, si vous avez eu la chance de vivre en Norvège, en Suède, encore pire en Finlande, vous allez vous rendre compte, parfois les gens se réunissent. Par exemple, j'étais pendant plusieurs mois à l'université d'Helsinki, à 10 heures, on se réunit pour prendre le café ensemble. Eh bien, les gens prennent leur café, ils restent autour de la table sans presque dire aucun mot. Ils sont là ensemble, ils partagent le silence. Et puis à un moment, il y a un regard qui passe, et là on a compris que c'est fini, et on retourne au travail, et c'est comme ça, mais on a passé un moment de convivialité. Si c'est pendant l'hiver, c'est peut-être pendant les rares moments de lueur de la journée, et on les a passés ensemble. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans cette œuvre-là, on retrouve ce silence, et c'est un texte qui est vraiment, il y a beaucoup de très très symbolique, bien sûr avec le terme de l'amour, de la mort, l'amour plus fort que la mort. Et puis ce qui est aussi très très beau, c'est ce lien en fait, cette projection. Finalement, on a cette petite fille qui va devoir faire son deuil, parce que on n'a pas retrouvé le corps de son ami. Donc tant que le dégel n'est pas arrivé, eh bien il va être difficile pour elle d'accepter que son ami est mort. Elle l'attend, elle ne veut pas que sa place à l'école soit occupée par une nouvelle camarade qui va rejoindre l'école. Donc on a aussi le thème du passage à l'âge adulte, et puis cette identification entre Six et l'eau qui est dans ce palais de glace, l'eau qui sera libérée au printemps. Donc c'est le moment où elle va être capable de faire son deuil. Et surtout, ce qu'elle va découvrir, c'est que, eh bien, au cœur du monde, il y a principalement un mystère, et qu'elle fait partie de ce mystère, et que c'est ce mystère qui la remplit à la fois de rêves et de cauchemars. Donc voilà, c'est juste de la poésie. Je vous conseille de ne pas le lire pendant l'été, il faut le lire pendant l'hiver.
Ça se lit on commence, on peut pas s'arrêter. Donc si vous avez la chance de pouvoir le lire pendant l'hiver, là où il y a de la neige avec une cheminée à côté, ça sera idéal à monter. C'est comme ça qu'il faut le lire. Mais c'est de la poésie et c'est reposant parce que c'est ce moment où le temps s'arrête, les mots s'arrêtent et peut-être qu'on a trop de mots autour de nous tout le temps. Voilà. Donc je voulais finir avec de la poésie. Ouais, c'est beau. C'est juste beau. C'est juste beau. Et c'est super parce que l'ouvrage que vous présentez, il est en parfait contraste avec celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pas Jean-Philippe qui nous l'a fait découvrir, mais c'est un auteur que Jean-Philippe connaît bien, avec qui Jean-Philippe a d'ailleurs travaillé. Il s'appelle Francis Mas. Et au niveau de la forme, pour terminer, je vous présente donc une bande dessinée. Francis Mas est considéré par les uns comme un auteur parmi les plus importants. Ah voilà. Et voilà. Il nous avait fait dans le livre Francis Mas un texte qui était, c'est quoi, j'arrive pas à lire, c'est quoi? La cosmogonie de Mas. Donc, ouais. Il t'a dessiné aussi. Il m'a dessiné, ouais. Il a écrit une BD sur moi. Voilà. Alors, Mas, c'est un auteur qui, pour certains, est l'un des plus importants de toute l'histoire de la bande dessinée française et pourtant n'a jamais acquis un statut de grande reconnaissance publique. Et pour d'autres, juste un auteur abscon, illisible, prétentieux ou qui sait quoi. Au plan personnel, Mas est connu pour son caractère un peu spécial, toujours râleur, n'acceptant d'être appelé chez lui qu'à certaines heures, ne répondant jamais ou que quand il veut, etc. Un vrai personnage. Et c'est une œuvre très exigeante avec lui-même, très exigeante avec le lecteur. Au niveau de la forme, vous voyez, les dessins, il faut les pénétrer, la langue, il faut la pénétrer. Très souvent, vous avez l'impression que le texte mange partout les images. Ce sont des phrases longues, ce sont des mots choisis, beaucoup de mots pour le coup. Et il y a une sorte de plaisir baroque de retrouver toutes ces sortes d'impressions, tous ces mots, toutes ces couleurs. Au niveau des personnages, qui sont les héros, c'est dur à dire. Le personnage principal, en tout cas le premier qu'on voit, c'est une sorte d'aborigène qui vit dans une campagne européenne avec un guidon de vélo passé à travers le nez et qui va se lancer dans une grande quête pour se faire reconnaître. On comprend pas vraiment pourquoi il y va, il rencontre d'autres, les uns les autres, on comprend pas non plus, il rencontre des personnages fantastiques, des personnages qui sont des caricatures, des idéalisations, vous avez des fonctionnaires, vous avez des gourous, vous avez des leaders, vous avez des artistes, vous avez toutes sortes de gens. Le grand méchant, si tant est qu'il y en ait un au milieu, c'est en fait une pelleteuse qui a pris vie parce qu'il y a un soulèvement des objets, les outils prennent vie en assistant à une scène touchante de l'éclosion de toute une marmaille de petits marteaux avec un grand marteau qui est tout attendri devant eux. Et il y a ces phrases longues, ces mots étonnants. Je vais vous lire un petit peu d'un grand morceau d'une petite scène de bravoure où la moissonneuse, la pelleteuse, donc qui s'appelle le monocle, qui a besoin de s'échapper parce qu'elle est encerclée, utilise d'un stratagème. Elle se lance dans un grand balai qui émeut les gens et qui lui permet de s'éclipser. Alors voilà ce que ça donne. Les instruments avaient suivi la trace scabreuse des outils, ils avaient eux aussi disparu. Mais comme l'heure n'était pas assez pitoyée sur ce nouveau sujet de misère, on se débrouillait avec les moyens du bord. Et vous voyez l'un des personnages qui est là avec son haute forme en train de dire « Voilà, nous avoir prévu pour la représentation d'aujourd'hui le signe de Camille Saint-Saëns. Attention, c'est parti. 6, 4, 12... » Et la première mesure se trouva exquisement illustrée par un jeté battu du godet adouci par un sobre et caressant glissé de la pelle à vent. C'est la pelleteuse qui se lance dans le balai sur Saint-Saëns. Le monocle enveloppa sur un dégagement très ciselé, subtilement déchassé du pont arrière, qui saisit l'orchestre de ravissement. Alors, faut voir ce que c'est, tout le bazar, la pelleteuse qui danse. L'audience pleure d'émotion, c'est prodigieux, le bougre est en train de nous ressusciter la Pavlova à Saint-Pétersbourg. Son interprétation éclatée d'ivre générosité et de tendre retenue, de raffinement céleste et de poésie visionnaire. Mais pourtant, en filigrane de cette chorégraphie inspirée, on sentait poindre comme une nuance très ténue et indéfinissable
qui m'était légèrement mal à l'aise. De fait, seul un œil extrêmement averti aurait pu déceler de quelle façon étrange et imperceptible, à chaque figure, le monocle raclait légèrement le sol de la pointe de son godet. En fait, il est en train de creuser un tunnel qui va lui permettre de s'échapper. Toute cette merveilleuse science du ballet, si implacable et bouleversante, servait en fait de paravent à une manœuvre beaucoup moins académique. Que le monocle exécutait sournoisement à l'insu de son public fasciné, il creusait. Alors en même temps, vous voyez sur l'image qu'il a creusé un trou gigantesque qui fait déjà 10 mètres de profondeur. Vous dites comment le public fait pour ne pas le remarquer, mais c'est comme ça. Inexorablement, chaque mesure était prétexte à raboter quelques mètres cubes de la scène. Par bonheur, trop absorbé par la magie du spectacle, nul n'avait remarqué l'excavation. Si bien que lorsqu'arriva le dénouement fatal de l'œuvre, le fameux solo de la mort du cygne, personne ne s'étonna qu'après le dernier entrechat d'agonie, le monocle est disparu dans les coulisses de la Terre. Alors, un peu tout est comme ça, ce qui fait que c'est pas un ouvrage qui est facile d'accès. Je veux dire, faut être concentré, faut bien comprendre où on en est, vous changez de décor régulièrement. Si vous faites pas gaffe, vous vous retrouvez, vous dites mais où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, mais comment ça se passe? Et vous avez cette ambiance incroyable. Ici, c'est comme si vous étiez dans un rêve. Vous savez, ça va de proche en proche, en marabout, bout de ficelle, et puis il y a une ambiance qui est familière, en même temps qui est impossible, mais dans le rêve, vous vous étonnez pas que ça soit impossible, et puis ça continue. Et puis vous êtes complètement absorbé, immergé, et puis quand vous vous réveillez, vous dites ah c'était super, mais vous êtes incapable de raconter ce qui s'est passé. Et là c'est un peu ça. Alors, je vais vous lire, parce que je ne peux pas dire mieux de toute façon, un extrait d'une critique écrite dans un style un peu dithyrambique et inspiré, qui vous parle avec l'avalanche, extrait du site 9e art. Avec l'avalanche, on atteint les limites de ce que les mots sont capables de décrire. S'appuyant sur les stratégies et les codes du récit initiatique, mais aussi ceux de la bande dessinée, Masse déverse à grand flot une épopée ridicule de grandiloquence. Une poursuite gigogne dans un décor urbain post-apocalyptique à la représentation quasi photographique, où l'administration est élevée au rang de nouveau culte. Notre personnage va y croiser un chaman à bicyclette, qui s'appelle l'Amphigourou, un truand nommé Sinatra, des fonctionnaires sortis de messieurs les ronds de cuir, ainsi que la chauve-souris mange-grenouille protectrice de la cité. Bien nommé, l'avalanche est un déluge verbal de bonimenteurs, une exubérance textuelle traduite par un lettrage dense et étréci, des rouleaux graphiques surchargés de hachures à la Hetzel qui emportent tout sur leur passage, des débordements amphigoriques à toutes les pages où se mêlent Kafka, Courteline, Copernic, et qui annoncent le Brésil de Terry Gilliam, les aventures de Julius Corentin, que fac de Marc-Antoine Mathieu. Marc-Antoine Mathieu, qui est un auteur contemporain, le dit, j'aurais pas fait de bande dessinée si j'avais pas croisé l'œuvre de Masse. C'est vraiment ça qui m'a inspiré, qui m'a lancé. Ou les grotesques personnages de Nicolas de Crécy. L'un des protagonistes de ce récit dit à propos d'un combat qui se déroule sous ses yeux, toute cette apparente cacophonie est en réalité minutieusement réglée et minutée, formule qui pourrait bien s'appliquer à cette histoire et, mieux que tout, en décrire le fonctionnement interne. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. C'est une œuvre un peu unique en son genre. Pour avoir lu à peu près l'intégralité de son œuvre, de l'œuvre de Masse, je pense que ça c'est son vrai chef-d'œuvre et en même temps à la fois inclassable. Vraiment ce que je vous disais, une œuvre telle que vous êtes complètement plongé dedans quand vous êtes arrivé à y rentrer. Et une fois que vous l'avez refermé, vous n'êtes même plus capable de dire ce qu'il y avait dedans. Après la Russie, c'est de la magie du cerveau, ça. Voilà, c'est ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Merci, vous mettez la barre haut pour mon prochain ciné-club. On va arrêter là la rencontre. Je vous invite à prendre un verre et à poursuivre peut-être des discussions sur les livres après de façon plus informelle. Si vous voulez les feuilleter, les acheter, ils sont notamment sur la grande table qui est à l'entrée à côté de la caisse. Vous avez aussi les livres de Cédric Villani et Jean-Philippe Usan que vous pouvez éventuellement vous faire dédicacer. Voilà, n'hésitez pas. Et encore merci à vous. Merci. Merci.